L'association Les Amis de Laurent Gbagbo a invité ce vendredi 27 juin 2014 deux avocats chevronnés du barreau de Paris pour apporter un éclairage juridique et politique aux Ivoiriens de la diaspora sur les vrais enjeux du procès de l'ex-président ivoirien à la CPI. Laurent Gbagbo à la CPI, besoin de justice. Tel était le thème de la conférence organisée par cette association au 5-7 rue des Basses-Cam à Paris, dans le 5e arrondissement. En présence de Raphaël Dagbo, président de cette association, et devant un public venu à grand nombre, les avocats Abiba Touré et Norbert Tricot, accompagnés du journaliste et patron de presse Théophile Kouamouo, ont disséqué la décision de la Cour préliminaire de la CPI de renvoyer le président Laurent Gbagbo à un procès en confirmant les charges contre lui. Prenant la parole en premier, Maître Norbert Tricot, un habitué des arcanes de la CPI, a relevé l'état de l'organisation et du fonctionnement de cette Cour de justice. Nous l'écoutons. Okay. Je me propose brièvement, avant de passer la parole à ma consoeur, Maître Abiba Touré, de vous décrire un petit peu ce qu'est la Cour pénale dite internationale. Et si je dis d'ailleurs Cour pénale dite internationale, c'est parce qu'elle n'est pas si internationale qu'elle le prétend. Donc c'est une institution qui a été créée par le statut de Rome, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2002, qui est placée de facto sous la dépendance du Conseil de sécurité de l'ONU, qui dispose d'un droit de saisine directe de la Cour pénale dite internationale. Un certain nombre de pays ont ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale, mais de nombreux pays ont refusé de ratifier ce statut de Rome et donc restent en dehors. Il y a des pays très peuplés de la planète, comme les États-Unis d'Amérique, qui ont longtemps fait un lobbying pour empêcher que n'importe quel citoyen américain ne soit jamais traduit dans la Cour pénale dite internationale. Et il y a des pays nombreux par leur population, comme la Fédération de Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, etc., qui ont refusé donc de ratifier le statut de Rome, fondateur de la Cour pénale dite internationale, qui en plus est une juridiction où ce sont les États parties qui ont signé le statut de Rome et l'ont ratifié, qui élisent les juges membres de cette Cour. Ça explique pourquoi, dans la décision que va commenter Maître Abiba Touré, vous avez des juges qui ne sont pas, je dirais, des magistrats classiques. De nombreux juges de la Cour pénale internationale sont des diplomates qui ont été nommés par leur gouvernement. Et chacun sait qu'en matière de diplomatie, beaucoup de gouvernements choisissent plutôt pour des représentations diplomatiques importantes sur le critère de la fidélité politique au gouvernement plutôt que sur celui des compétences. Et tous les diplomates ne sont pas toujours de bons juristes et de bons magistrats. Et donc, on aura l'occasion de le voir dans le fonctionnement. Donc déjà, on a une difficulté dans la composition même de la Cour pénale dite internationale. De même, dans l'organisation de la Cour pénale dite internationale. Elle repose sur deux textes fondamentaux, le statut de Rome et son règlement de procédure. Brièvement, la Cour pénale dite internationale a une organisation principalement quadripartite. Vous avez d'un côté le bureau du procureur. Au début, Luis Moreno Ocampo, argentin, et maintenant la citoyenne gambienne Fatou Bensouda. Bureau de la procureure qui dispose d'un énorme budget indépendant de celui de la CPI et d'un personnel pléthorique, très important. Et ensuite, vous avez trois chambres. La chambre préliminaire, celle dont on va parler, celle qui est chargée un peu de faire la mise en état des procédures d'enquête, et qui va devoir statuer sur une confirmation éventuelle de charge. Il y a la chambre de première instance, celle qui pourrait être la juridiction de jugement, si on confirme des charges et qu'on renvoie dans cette juridiction de jugement. Et il y a la chambre d'appel, qui est cette chambre d'appel intervient sur les appels tant des décisions de la chambre préliminaire que des décisions de la chambre de première instance. Donc, par exemple, si
on veut contester une décision de confirmation des charges, on peut, comme c'est le droit, Maître Abiba Touré en parlera, interjeter appel devant la chambre d'appel de la Cour pénale dite internationale. Cette organisation n'est pas une organisation qui garantit le droit à un procès équitable, ni le respect des droits de la défense. Déjà, il est spécieux, comme disait le juriste, qu'on ait une instance d'appel qui fasse partie de la juridiction. Normalement, le principe du double degré de juridiction veut qu'on ait des institutions d'appel qui soient indépendantes, généralement avec des locaux un peu plus séparés, et là, ça n'est pas le cas. Donc, ça pose un doute sur les conditions. De plus, les droits de la défense sont insuffisamment respectés dans l'organisation de la Cour pénale dite internationale. Comme je l'ai dit, le bureau de la procureure dispose d'une armée de juristes qui travaillent par roulement, qui partent en vacances. Les défenseurs ont des équipes réduites. Donc, le débat n'est pas à armes égales. Le règlement de procédure de la Cour pénale dite internationale indique que le bureau de la procureure doit instruire à charge et à décharge. Donc chercher des preuves de culpabilité, mais également rechercher des preuves d'innocence, parce qu'il y a quand même le principe de la présomption d'innocence. Régulièrement, le bureau de la procureure viole ses devoirs et n'instruit pas à décharge. Il y a déjà eu dans d'autres affaires, mais là on n'a pas le temps de faire tout l'historique du fonctionnement, donc des difficultés à ce sujet. Un des principes essentiels de la Cour pénale dite internationale, c'est le principe de subsidiarité et complémentarité. C'est-à-dire que la Cour pénale dite internationale ne peut se déclarer compétente que si la personne poursuivie n'est pas en mesure d'être jugée pour ses faits dans son pays. Ça veut dire qu'on est dans une situation où le système judiciaire du pays est complètement déliquescent, il n'y a pas possibilité de le faire. Il y a eu le cas de Saïf el-Islam, la Cour pénale internationale a demandé à le déférer donc à La Haye, et la République de Libye a dit nous, on a un système judiciaire, on va le juger, on refuse. Et donc ils ont refusé. Par contre, à contrario, là au printemps dernier, en République de Côte d'Ivoire, qui a fini par, sous la dictature Ouattara, par ratifier le statut de Rome, qu'est-ce qu'on fait? Parodie totale de justice. On décide sur simple décision en Conseil des ministres. À ma connaissance, un Conseil des ministres, c'est pas une instance judiciaire, c'est pas la Cour suprême, c'est pas le Conseil constitutionnel. J'ignorais, mais bon, grâce à Draman Ouattara, on apprend beaucoup de choses, que le Conseil des ministres avait une compétence juridique. Et là, on décide de transférer Charles Blé Goudet à la Cour pénale internationale. Ce qui est d'ailleurs un aveu qui revient à dire qu'effectivement, la Côte d'Ivoire actuelle est une dictature qui n'assure pas le respect de l'état de droit, puisqu'ils ne peuvent pas juger Charles Blé Goudet en Côte d'Ivoire. C'est le seul côté positif, c'est de reconnaître ça. Mais on est vraiment dans une situation de parodie politique et de justice. À la suite de Maître Norbert Tricot, Maître Abiba Touré, avocate au barreau de Saint-Denis, a été claire d'emblée en annonçant que la confirmation des charges ne signifie pas culpabilité de Laurent Gbagbo. Puis de questionner, après avoir indexé point par point les motivations jugées légères et partisanes de la décision des juges de la CPI. La décision, il faut le dire, elle fait l'objet d'une certaine motivation, puisque la décision en elle-même fait plus de 130 pages. Donc 130 pages où la Chambre a tenté d'expliquer pourquoi elle renvoyait le président Laurent Gbagbo, finalement, pour une audience de procès. Bon, en procès. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la décision qui a été prise ne signifie pas que le président Laurent Gbagbo est coupable. Ça ne préjuge pas de la culpabilité. La décision de confirmation de charge consiste en réalité à dire que les preuves qui ont été soumises à la chambre préliminaire, en tout cas que la chambre préliminaire estime que ces preuves-là sont suffisantes, sont suffisamment solides pour que puisse se tenir un procès. Si on doit faire un parallèle avec le système judiciaire français, même si c'est comme si la chambre préliminaire avait certaines prérogatives du juge d'instruction, qui à la fin d'un certain nombre d'investigations, même si la chambre préliminaire, c'est pas elle qui mène les enquêtes, c'est le procureur, mais après analyse des documents, décide, en France par exemple, de renvoyer devant la cour d'assises ou devant le tribunal correctionnel. Bon.
C'est pas parce que vous êtes renvoyé devant le tribunal correctionnel qu'il y a mort d'homme ou que vous allez finir en prison. Vous voyez, c'est pas parce que vous êtes renvoyé devant la cour d'assises qu'il y a mort d'homme et que vous allez finir en prison. Des tas de gens sont renvoyés devant le tribunal correctionnel ou aux assises et finissent acquittés ou relaxés. Donc, il ne faut pas forcément que cette décision suscite chez nous une déception totale et qu'on se dise, bon finalement, c'est bouclé, il n'y a plus rien à faire. Non. C'est qu'une décision de confirmation de charges, c'est-à-dire que la Chambre préliminaire a estimé que les charges étaient suffisamment solides pour estimer, pour croire que éventuellement le président aurait commis les faits qui lui sont reprochés. Reviendra encore au procureur d'apporter des preuves beaucoup plus solides pour justifier d'une éventuelle condamnation. Pour ce qui est du bombardement du marché, le procureur nous dit, bon écoutez, il y a eu bombardement. Il y a eu des mortiers qui ont été tirés, il y a des cratères, il y a eu victimes, il y a eu des témoignages de personnes qui ont vu les blessés, etc. Bon, certains disent que les tirs, que les tirs venaient du camp commando, donc c'est forcément Gbagbo qui l'a fait. Et puis mieux, il y a des témoignages de personnes qui disent que le chef du camp a été relevé de ses fonctions parce qu'il refusait à ce qu'on procède à l'installation des mortiers à son camp. Donc, s'il a refusé, c'est bien qu'il savait que l'ordre qui lui était donné était nécessairement illégal et était fait en vue de tuer des civils. Voilà ce que dit le procureur. Donc, cette charge doit être confirmée. La défense, sur ce point-là, dit une chose. À Bobo, tout le monde sait, c'est avéré, il n'y a aucun doute là-dessus, il y avait le commando invisible. Ces gens-là ne sont pas venus avec des roses à la main. Ils étaient bien armés, lourdement armés. Bon. Aucun élément ne permet de distinguer si ces tirs proviennent du camp ou des FDS ou alors du commandant invisible, sachant qu'eux-mêmes, il y avait des frictions entre eux. Donc comment vous pouvez déterminer de manière certaine, parce que l'objectif, c'est pas de dire qu'il y a eu mort d'homme, c'est ce que dit la défense. Oui, il y a eu mort d'homme. Mais à qui la faute ? Qui les a causés? Et comment vous pouvez déterminer de manière certaine que ces morts ont été causées par les FDS? Eh bien, le mot magique, les témoins. Nous avons des témoignages. Voilà. Nous avons de très beaux témoignages de personnes qui disent ceci, qui disent cela. Mais surtout, ils disent, nous avons également des rapports d'ONG qui font état donc, de ce bombardement. Et nous avons un rapport de la Commission des droits de l'homme aux Nations Unies qui a mené des investigations sur les cratères, etc. À la suite de Maître Abiba Touré, le journaliste Théophile Kouamouo a parlé de la détention de l'ex-président ivoirien à la CPI, qui se résume à faire taire Gbagbo pour imposer un nouvel ordre politique en Côte d'Ivoire. Nous pensions que les juges confirmeraient une partie des charges et mettraient de côté les charges les plus grotesques. Mais en réalité, le message qui a été envoyé, en confirmant l'ensemble des charges, les forces politiques à l'œuvre contre Gbagbo veulent montrer jusqu'où elles sont capables d'aller pour le faire taire et pour imposer à nous tous, dans nos esprits, le nouvel ordre politique en Côte d'Ivoire. C'est en fait, faites ce que vous voulez, nous on avance. C'est ça le message qui a été envoyé. Alors, la justice internationale, c'est quoi? Quel est historiquement le rôle de la justice internationale? Le rôle politique de la justice internationale. La justice internationale, en fait, est un biais, est un outil de légitimation des états de fait nés des conflits internationaux ou nationaux avec dimension internationale. Parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose sans avoir le regard dans le rétroviseur. Les choses peuvent peut-être changer. On nous parle d'un nouvel ordre mondial et d'une sorte de gouvernance mondiale qui serait plus vertueuse que les gouvernances nationales auxquelles on assiste. Pour l'instant, ce que nous savons de la justice internationale, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire c'est un instrument idéologique. C'est un instrument idéologique qui a pu être mis au service de causes que nous estimions justes, ou bien que nos parents ou arrière-grands-parents estimaient justes. Donc, dans l'histoire contemporaine, le premier grand procès de la justice internationale, c'est le tribunal de Nuremberg, qui a jugé les nazis.
Notons la présence du docteur Boga Sako Gervais, président de la FUDOP, qui prendra la parole pour éclairer les uns et les autres sur les enjeux réels du procès qui va s'ouvrir à la CPI. Beaucoup parmi nous avons été vraiment naïfs par moment. Laurent Gbagbo, il est prisonnier de qui? Cette petite question-là, elle a toute la réponse de ce qu'on vit aujourd'hui. Un enfant parmi nous peut dire, oh, il est prisonnier de Ouattara. Non. Mais ça, c'est que tu n'as rien vu. Ouattara, il a quel pouvoir vis-à-vis de la communauté internationale? Mais si vous répondez à cette question-là, vous allez comprendre en même temps que Laurent Gbagbo va sortir comme cela, tranquillement, facilement. Et parfois, il faut qu'on se le dise. C'est un président dont la résidence a été bombardée alors qu'il s'y trouvait avec toute sa famille et près d'une centaine de personnes. 500. On va vous bombarder. Dieu merci, vous n'êtes pas mort. Et puis on va vous libérer comme cela à la CPI. Donc, de qui est-il prisonnier? Moi, en tout cas, nous, on était au pays. On a vécu tout cela à distance. Chacun de nous a fait ses observations et tout. Le premier individu, qu'il soit moral ou physique, qui avait intérêt à ce que Laurent Gbagbo aille à la CPI, il est le prisonnier de qui? On va dire de la communauté internationale, mais principalement de l'ONU. Parce que, tenez-vous bien, ne l'oubliez jamais, le premier homme dans le monde entier qui a dit que la décision du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire n'était pas valable, c'est le représentant de l'ONU. Parce que si vous vous trompez, vous allez penser que c'est un petit combat qu'on est en train de mener. Dès l'instant où vous êtes le prisonnier de l'ONU, parce que c'est ça qu'il faut dire aussi. C'est-à-dire que l'ONU a tout fait pour vous enlever au pouvoir puis installer quelqu'un. J'ai dit l'ONU parce que même la France, vous voyez, Sarkozy dit, j'ai agi dans le cadre de... Parce qu'il n'est pas bête, Sarkozy il est avocat. Il a tout fait pour avoir un instrument que l'ONU lui donne pour qu'il ait la légitimité d'agir. Donc il a agi sur la base des textes que Ban Ki-moon lui a envoyé même par fax et tout ça pour justifier, pour légitimer son action. Et il la place sous la coupole de la communauté internationale. À partir de là, si le monsieur est victime de l'ONU et de la communauté internationale, il va rester là-bas tant que la communauté internationale n'a pas atteint son objectif. Voilà. Il faut qu'on se le dise. C'est pour cela que c'est facile. S'ils ont placé Ouattara, Ouattara n'a pas encore fini. Laurent Gbagbo, d'ailleurs, c'est dangereux. À qui profite le procès qui avait intérêt? D'abord, la CPI elle-même, c'était une institution peu connue, ou alors méconnue. Laurent Gbagbo était un instrument mais précieux. De ce point de vue-là, précieux. Et il est en train de vendre la CPI. Et c'est pour cela même que moi je suis là, je ne suis pas pessimiste, mais je sais qu'ils vont le frapper très fort. Parce qu'ils ont la communauté internationale qui est un habillage, comme il a dit, qui a beaucoup d'instruments. Il y a l'OTAN, il y a des instruments juridiques, tout ça, parce que quand ils ont un objectif, il faut qu'on l'habille pour l'atteindre. Donc, Laurent Gbagbo qui les vend aujourd'hui, qui fait qu'on parle d'eux, on les voit. On s'abonne à leur YouTube. Et voilà, et pour lui, pour qu'il donne l'exemple, pour qu'il fasse respecter la communauté internationale, s'il faut lui faire mal, ils vont lui faire mal. C'est-à-dire que même s'il a raison, parce que nous on sait qu'il n'a pas tort par rapport à tous ses adversaires et ses détracteurs, mais il est victime, et il est seul. Et ils veulent se montrer puissants. Parce que s'ils avaient perdu la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que l'ONU s'était foutu. Donc mes chers frères, on a marché. On a couru dans la neige, on a tout fait. On est arrivé à ce résultat-là. Laurent Gbagbo est mis hors jeu politique. Laurent Gbagbo, pratiquement, ils l'ont cassé. Ils ne l'ont pas tué, mais ils l'ont tué politiquement aujourd'hui. Si nous restons là, c'est comme si les 3 ans que nous avons passés là, c'était un cadeau. Cela veut dire que c'est le moment de la réflexion. Il faut trouver des méthodes beaucoup plus efficaces, beaucoup plus chocs. Et il y en a. Ce n'est pas la prise des armes, mais la prise des armes est trop petit. Vous prenez les armes demain, soit vous gagnez, soit on vous vainc. Mais si vous prenez des actions beaucoup plus fortes, vous serez puissants. Pour clore la cérémonie, le micro sera donné au public pour poser des questions à ces différents conférenciers. Nous avons des directives européennes, nous avons une cour de justice européenne, nous avons une cour des droits de l'homme. Toute personne, tout citoyen doit être jugé dans des délais raisonnables. 3 ans pour mettre en examen quelqu'un, c'est une infraction européenne. Je voudrais que les avocats déposent plainte contre cette bande, j'estime, magistrats à la Cour
des droits de l'homme européenne. Et là, vous avez de vrais magistrats qui sont intègres. Merci. Mais les témoignages de Bensouda, moi je peux en fournir plusieurs. Est-ce que Artide n'a pas besoin de témoins? Parce que moi, mon village a été rasé. Donc les témoins, il y en a pléthore. Qu'est-ce qu'on fait pour que cela arrive en France? Naébli est rasé. Là, pourtant, il y a un village qui a été brûlé le 27 mars, où il y avait un bébé cramé qui a fait le tour du monde. Et à cela, on n'en parle pas. 8800 personnes brûlées en une journée, dans les feux que nous avons vus, personne n'en parle. Et vous parlez de justice? Dites-moi comment on fait pour faire venir les gens ici pour aller témoigner. Merci. Alors, ce que nous devons faire, c'est que les intellectuels, ensemble, doivent faire un ouvrage collectif. Étayer, expliquer, faire de la pédagogie. Et une fois qu'on aura fait je dirais même, cette espèce d'ouvrage conscientisant, on va envoyer ça aussi bien à la CPI, on va envoyer à la Cour internationale, on va envoyer à l'ONU, en disant que nous n'avons pas pour le moment les moyens de nous défendre et que nous sommes victimes d'une certaine barbarie qui n'est pas mieux que la barbarie qu'on dénonce quand il s'agit des Juifs. Mais c'est la même chose. Voilà une question tout à fait simple. Elle peut être peut-être naïve, mais je pose quand même ces deux petites questions. Merci. Le traumatisme des Ivoiriens est profond. Évidemment, il y a une profonde injustice qui est ressentie. Mais aujourd'hui, quand vous disiez même aux gens, mais il faut sortir, ils disent, mais on va sortir pour qui? Ils ont envoyé Gbagbo à la haie. On va sortir pour qui ici? Qui comme Gbagbo? C'est pour ça aussi qu'ils ont peur de libérer Gbagbo. Parce que Gbagbo dehors, un Gbagbo à Abidjan qui dit sortez. Et les gens sortent. Le problème, c'est qu'ils veulent détruire l'espoir d'un peuple en emprisonnant un homme. Il est de notre devoir de ne pas sombrer dans le pessimisme. Il est de notre devoir de ne pas sombrer dans le pessimisme.